Tangoza na bomo tangu makasi za na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo kumisaka e kisa lolango na yo kozela te bakuvao simo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo oh, oh, oh. Yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Tangoza na bomo lakisa bango motindokani yolingaka bango yolelaka motema baoyo betelaka tolo yebisa bango boye chimukunanga bikolabe oh nakupenda mumezolange fami nalingi bino yo, 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 yo. Yo, 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 yo. kozela te bakoma na bokono polakisa lolango na yo kozela te bawa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukunanga bikolabe oh yo ye ye nakupenda ayo mumezolange fami nalingi bino chimukunanga bikolabe nakupenda mumezolange fami nalingi bino kimyo Nenzide. tangwango yo yakolakisa lolango kozela te bakende na paradiso kozela te babunga na lifelo tangoza na bomo yakisa yebisa lolango na yo yebisa bango chimukunanga bikolabe oh, oh. nakupenda aye mezolange fami nalingi bino chimukunanga bikolabe bikolabe nakupenda oma mezolange fami nalingi bino chimukunanga bikolabe nakupenda we mezolange fami nalingi bino chimukunanga bikolabe de la radio Amafrica World, bonsoir. Nous voici à notre rendez-vous de l'émission Amafrica à votre service. Amafrica à votre service, un dialogue citoyen. Amafrica à votre service, un carrefour d'idées. Amafrica à votre service, pour un partage sans tabou. Amafrica à votre service, un partage franc.
Je voudrais commencer ce soir cette émission par paraphraser Martin Luther King qui a dit « Vaincre par le verbe, endurer la brutalité, rêver sans se soumettre, accompagner l'espoir et survivre à la violence absurde. » Donc, c'est pour que chacun de nous, celui qui va nous rejoindre, chacun qui pourra nous rejoindre, puisse comprendre où nous sommes, où nous allons. Et aujourd'hui, nous allons faire un effort de révisiter la politique nationale, internationale de la République démocratique du Congo, et nous aurons une personne en face de nous, dans un duo contradictoire. Nous allons, avec vous ensemble, exprimer certaines préoccupations pour qu'il en réponde et démontrer des incompatibilités constitutionnelles pour que l'intéressé réponde. Et l'intéressé ne sera que Monsieur Papi Tamba, le communicateur de la majorité présidentielle de la République démocratique du Congo. Et entre-temps, avant qu'il soit là, je crois que nous allons répartir pour quelques minutes à la régie et avoir un temps pour nous essouffler, le temps qu'il soit là présent. Amafrica à votre service, Amafrica à votre service, et c'est un dialogue sans tabou. Amafrica à votre service, une émission qui passe tout le vendredi à 20h15 à la radio d'Idonné et d'Irésévoile, la radio Amafrica World. Amafrica à votre service, toujours à votre service. Come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their life will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out,
There's nowhere we can fall. Well, I learned to realize, oh, that a change can only come when we Stand together as one. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. Our children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Let's start giving. It's true, we make a better day, just you and me. All right, let me hear you. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Come on now, let me hear you. We are the world. We are the world. We are the children. We are Auditeurs the et children. We are the ones who make a brighter day. notre émission Amafrica à votre service. Amafrica à votre service, nous allons parler aujourd'hui, je vous avais promis de révisiter la RDC, sa politique intérieure, sa politique internationale, les complots qui sévissent tout autour de la RDC. Nous allons essayer de parler avec une personne de la majorité pour comprendre. Nous serons en direct pour nos préoccupations. Mais entre-temps, avant qu'il soit là, je vais me permettre de vous présenter à quelques minutes la RDC pour que vous vous faisiez un peu une analyse personnelle de la marche de la République démocratique du Congo. La RDC est située au centre de l'Afrique centrale. La superficie de la République démocratique du Congo est de 2 345 409 km². Kinshasa est la capitale où il y a 10 millions d'habitants. La population, elle est à 70 millions d'habitants. Et c'est une estimation de World Gazner de 2012. La densité est de 27 habitants par km². La croissance démographique est à peu près à 3%. C'est une estimation de la Banque mondiale 2009. L'espérance de vie est de 48 par an, je dis. C'est une estimation de PNUD de 2011 et il était à 59 ans en 1990 ou, comme le Belge l'a dit, 1990. Et les taux d'analphabétisation, je précise très bien, il est à 68%. Le rapport des PNUD 2011. Je fais toujours référence au rapport pour que chacun sache d'où viennent ces chiffres. Et je vais parler de la religion. La RDC est majoritairement chrétien et la langue, il y a je vais dire la religion musulmane et la religion kimbanguiste. L'indice de développement humain est de 180 et il est à 186e sur 187. C'est un rapport de PNUD. Comme je le commence, je donne de référence. Sur le domaine économique, le produit intérieur brut, en 2012, il était à 17 milliards. Donc, rapport de la Banque mondiale encore, le rapport intérieur brut par habitant, il était en 2005, rapport PNUD,
à 272 dollars, je vais dire. Taux de croissance en 2013, il était à 8,3. Estimation de la Banque centrale congolaise. Taux de chômage en 2005, il était à 17,8, dont 32% pour la catégorie de 15 à 25 ans. Taux d'inflation en 2013, il était à 1%. En 2009, il était à 49%. En 2011, il était à 13%. La balance commerciale en 2010, il était en moins 2 milliards. Voilà. Et je vais aller sur les principaux clients de la RDC en 2012. C'était la Chine qui avait 44%. Et aujourd'hui, il est à 6,5%. La Belgique, il était à 16%. La Finlande était à 10%. Aujourd'hui, il est passé à 17,8%. Les États-Unis étaient à 8%. Le Zimbabwe à 12%. Les principaux fournisseurs, ça c'est des rapports de la FMI en 2010. Il y avait l'Afrique du Sud qui avait 29%, la Belgique à 10%, la Zambie à 7%, la France à 10,9%, les États-Unis à 6,2%, l'Allemagne à 5,9%, les Kenya à 4,9%. Et la dette publique, jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas connue. Donc ça, c'est des interrogations qu'on a et on va se le poser, on va discuter ensemble. Le taux de la pauvreté, il est à 70% de la population. L'agriculture, j'ai changé le registre en allant tout de suite directement sur ces rubriques avant de recevoir notre invité, qu'on le voit tout de suite en ligne. Dans le rubrique la part de principaux secteurs d'activité de notre produit intérieur brut, c'est l'agriculture qui a 40%, l'industrie et mines 28%, les services 32%, la production de pétrole brut en baril par jour, ça c'est les rapports de Parenco en 2008, voilà, il est des 17 et là nous allons essayer de faire cette révisitation, je vais dire ensemble, révisiter les choses, discuter, donner notre point de vue. J'avais commencé par paraphraser Martin Luther King en disant « Vaincre par le verbe, endurer la brutalité, rêver sans se soumettre, accompagner l'espoir et survivre à la violence obscène. » Parce que je crois que dialoguer, ça veut dire échanger. Dialoguer, c'est échanger des opinions. On peut pas tous avoir une même opinion, on ne peut pas tous avoir de mêmes idées parce que on n'a pas la même tête, on ne pense pas la même chose, on n'est pas né le même jour, on n'a pas tous la même façon de voir les choses et chacun est libre d'avoir sa conviction. Tout de suite, je vais répartir pour voilà déjà être poli, dire à notre invité de ce soir où nous allons débattre ensemble, révisiter, je dis révisiter parce que notre invité aura son avis et nous aurons notre avis. C'est lui qui veut participer à l'émission, il est libre, sauf que avant de participer à l'émission, c'est toujours important qu'on sache sur quel point vous voulez parler, sur quel sujet, parce qu'on a plusieurs sujets, on va pas se mêler les pinceaux, on va pas aller dans tous les sens. Un débat sur l'échange d'opinions, l'échange d'idées. Amafrica à votre service. Et là, nous allons directement dire à Monsieur Papitamba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel Asens. Voilà, Monsieur Papitamba, comme c'était prévu, nous avons eu cette chance de partager avec vous, de discuter avec vous, faire ces dialogues citoyens. Nous avons pu insister aussi pour que ça se fasse parce que voilà, nous avons participé à un débat que vous avez fait et nous avons trouvé qu'aujourd'hui, je crois que la RDC a tout intérêt de construire que de détruire. Et construire, ça veut dire échanger des bonnes idées, soumettre des choses et que là où ça ne va pas, par cette manière intellectuelle d'accepter ce qui ne va pas, de changer. Si, comme on dit en français, il n'y a que
deux imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, Amafrica à votre service, et nous allons commencer aussi par dire merci à la radio Amafrica World qui nous donne cette occasion de changer pour que chacun des Congolais ait son idée. Chacun des Congolais s'efface lui-même son opinion et qu'il ne se fasse pas embrigader ou voilà, reste dans un contexte où je vais parler de lavage du cerveau, parce que c'est lui qui comprend, c'est comparer les chiffres, il sait voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui reste et comprendre. Et souvent, la chose la plus difficile à combattre, c'est l'ignorance. Nous devons tous savoir et comprendre que l'ignorance resterait la chose la plus difficile à combattre. Et la chose qui est infinie dans ce monde, c'est la bêtise humaine. Et nous allons rentrer directement, parce que je crois qu'on va pas retenir beaucoup trop longtemps notre invité, parce qu'il a des préoccupations, et que les gens doivent, ceux qui nous rejoignent, ils doivent savoir, j'ai donné le cadre, j'ai donné tous ces sur dont on va parler, et je vais directement aller par la première préoccupation. La première, sur le parti politique en RDC. Les partis politiques en RDC, bon, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette préoccupation, parce que moi, je crois que il est important que chacun le sache. Je crois que si on veut la démocratie, c'est-à-dire on doit le commencer chez lui à la maison, là où on travaille, dans des partis politiques, dans des associations. La démocratie, c'est-à-dire le respect de l'opinion d'un chacun et accepter la contribution d'un chacun pour que on arrive à faire un ciment sur la société. Et je parle de partis politiques. Je ne sais pas si M. Tamba pourrait nous dire, parce que moi, ce que je sais, il y a plusieurs partis politiques, dont, ça veut dire, aujourd'hui, il y a plus de 400, plus de 400 partis politiques qui sont au Congo, qui participent à des élections. Mais sauf que, je ne comprends pas pourquoi, dans ces partis politiques, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais pu faire des élections pour qu'il y ait des gens qui changent à la tête de ce parti. Et ma deuxième préoccupation, je vais directement, parce qu'on va parler de partis politiques, on va parler de la politique elle-même, pour voir si elle est volontariste, si elle est participative, pour que chacun de nos concitoyens y participe, même ceux de la diaspora. Je vais parler je vais revenir pour parler de la politique, parce que c'est ce qui intéresse un peu plus les Congolais. La politique aujourd'hui en RDC, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Mais sauf que, il y a dans cette politique de choses qui ne vont pas. Je vais parler de l'incompatibilité inconstitutionnelle, mais c'est pas Pitamba. Quand je parle de l'incompatibilité inconstitutionnelle, je vais commencer par lire l'article 97 de la Constitution, qui dit ceci. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil, militaire et toute activité professionnelle à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Et il continue en disant ceci. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. À ce que nous savons, ma question, il est là. Pourquoi aujourd'hui, dans le gouvernement, parce qu'il est encore là, on n'a pas encore mis un gouvernement de cohésion nationale qui va se mettre dans quelques temps. Pourquoi aujourd'hui plusieurs ministres sont encore présidents de leur parti politique? Je vais citer le ministre des Affaires étrangères, il est président de son parti. Bahati, qui est ministre du Travail, il est président de son parti. Si vous voulez la liste, je pourrais encore réciter. Je vais répartir toujours dans ces cadres politiques. Les mandats des députés, je vais lire l'article 108 de la Constitution. Le mandat des députés nationaux est incompatible avec les mandats des sénateurs, vice-versa.
Mais dans ce gouvernement et dans cette Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a plusieurs députés, plusieurs sénateurs qui sont députés et sénateurs. Si vous voulez le nom, je vais vous le citer. Et il y a le docteur Lola, qui est sénateur et député national de la province orientale. Il y a toute une liste. Et j'étais surpris de voir sur le fichier de la CENI où les gens écrivaient profession. Je répète, profession. Ils écrivaient sénateur, gouverneur. Pourtant, gouverneur n'est pas une profession. Sénateur n'est pas une profession, c'est une fonction. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui s'ai trompé. Et je vais encore démontrer une autre chose. C'est des choses qui ne vont pas. J'ai dit, je vais soulever des choses qui ne vont pas pour qu'on en discute ensemble, qu'on échange, qu'on change d'opinion, qu'on échange nos opinions. Je vis le ministre, je n'ai rien contre, le ministre des Affaires étrangères, où sa fille est son conseiller. Je n'ai rien à voir dans ça. Mais, sauf que je crois que, comme tout dans toutes les démocraties, quand un ministre engage sa fille comme conseillère, tout le monde devrait le savoir. C'est des dossiers importants, et soit elle est directeur de cabinet, soit elle est conseillère. C'est à vous aujourd'hui d'essayer de nous faire expliquer, de nous expliquer ces choses-là, pour que ceux qui vont participer au débat comprennent où nous sommes. Alors, M. Papi Tamba, je soulevais déjà une partie de la politique, et pour avancer un peu plus loin, je laisse encore la troisième petite question sur la politique. Je commençais par le ministre qui sont à la fois, président des partis et à la fois ministre. C'est incompatible avec la Constitution. J'ai donné l'article. J'ai aussi soulevé le problème, par exemple, du ministre des Affaires étrangères, qui est sa fille, a des dossiers importants et tout le temps, mais on ne sait pas si c'est elle la directrice du cabinet ou c'est la conseillère chargée de quoi. Mais, entre-temps, c'est l'État congolais qui le paye. Et elle est payée par l'argent des contribuables congolais. Et la troisième préoccupation, je parlais des partis politiques, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, parce que pour moi, je crois que la démocratie devrait commencer par des partis où ça changeait à tout le temps. Je vais aussi parler du président de l'Assemblée nationale, qui est secrétaire général de la majorité et secrétaire général aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a conflit d'intérêt pour moi. Et de deux, la troisième question et la quatrième, ça c'est pour les partis politiques. La RDC a signé un accord où les agents de renseignement rwandais devraient, c'était à l'époque, circuler dans toute la RDC et les agents de renseignement de la RDC circuler partout au Rwanda. Qu'en est-il devenu de cet accord? Parce que aujourd'hui, je crois que c'était suite au FDLR et tout. Aujourd'hui, la MONUC a pris possession et que les choses commencent à se calmer à l'Est. Je voudrais savoir si vous êtes au courant de cet accord ou qu'est-ce que vous nous en dites. Parce que moi, je vous donne ça et j'ai des sources sûres. La RDC avait signé cet accord-là. Monsieur Papi Tamba, je vous donne le micro. Merci, monsieur Marcel. Vous avez posé plusieurs préoccupations en même temps. Je vous avoue être un peu perdu pour savoir par laquelle je veux commencer. Non, je peux répéter, j'ai posé 4 préoccupations. Il y a que 4 préoccupations. Non, si vous répétez, ça va encore nous faire perdre du temps. J'ai dit que j'ai un peu retenu de façon globale, mais je voulais proposer une démarche pour les prochaines fois. La démarche que je proposerai serait que nous puissions balayer préoccupation par préoccupation. Cela nous permettait de mieux avancer, sachant qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit à l'introduction, malheureusement, j'ai pas trop de temps et que nous serons obligés. J'ai fait cette émission par téléphone alors que je devais le faire tranquillement par Skype. Tout cela pour dire que je suis pas chez moi. Je suis encore attendu quelque part. Donc, nous n'aurons pas plus d'1 heure de temps pour essayer de faire cette émission, mais avec une soif. La soif, c'était de voir que nous puissions, à l'issue, bien entendu, de notre entretien, trouver un cadre ou bien une date pour que nous puissions reporter, continuer à parler des choses que vous évoquez, qui je pense être assez intéressantes. J'ai retenu une chose.
J'ai retenu une chose dans votre introduction, c'est que vous dites plutôt que nous sommes là pour construire et non pour détruire. Voilà au moins ce que moi je considère comme état l'essentiel. Si on est là pour construire et non pour détruire, ça veut dire que nous allons faire un débat citoyen, parler Congo, sans nous plonger dans les juridismes ou peut-être dans les méandres d'interprétation des textes de la loi. Parce qu'il faut savoir une chose, en ce qui concerne les partis politiques, nous sommes en train de vivre une sorte de... après avoir été étouffés longtemps, nous sommes en train de vivre une sorte de dépression psychologique. J'ai espoir, je dis bien j'ai espoir, que dans les années à venir, plusieurs partis politiques qui, il faut le dire, ne servent vraiment à rien, vont se lier en des grands ensembles pour que nous puissions au moins suivre l'exemple de l'Espagne, qui a aussi commencé par plus de 400 partis politiques après la dictature de Franco, après plutôt la dictature de Franco. Ils avaient plus de 400 politiques pour rester au moins aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, je pense qu'ils n'ont que 9 partis politiques. Donc j'ai espoir que les partis qui ne servent à rien comprendront l'importance de ce milieu en des grands ensembles pour qu'ils puissent au moins servir à quelque chose et répondre effectivement à la définition d'un parti politique. Donc de ce côté-là, je comprends la situation. Nous sommes en train de vivre la genèse ou le commencement de la démocratie, où je pense que certains Congolais ont encore leur propre interprétation de ce que c'est exercer une fonction politique. Maintenant, parlons un peu du contenu de l'article 97. Je pense que à un certain moment, les Congolais ici au pays avaient du mal à comprendre dans le contexte d'après les élections 2011 pourquoi est-ce qu'on avait mis du temps pour mettre en place un informateur, éventuellement le gouvernement, parce que les délais constitutionnels étaient laissés 8 jours à ceux qui étaient députés hier, qui étaient élus députés, et qui vont participer au gouvernement, qui puissent au moins désister de leur mandat de député, ou s'ils désistent sur leur mandat de député, carrément renoncer à leurs fonctions ministérielles. Je pense que cela a soulevé beaucoup de polémiques, mais qui ne servait vraiment à rien. Nous n'étions que dans ce schéma de la Constitution. Nous ne devons pas faire un mélange de genres. Lorsque nous disons qu'une fonction est incompatible avec le fait d'exercer une fonction en tant que président ou une activité politique, quand on est ministre, on est déjà dans la politique. On est dans les institutions. Par le fait qu'on soit dans les institutions, si on est président d'un parti politique, il faut savoir une chose, c'est que vous agissez maintenant par délégation. Donc si on dit que votre fonction est incompatible, donc ça voudrait dire que vous n'allez pas prendre la philosophie ou l'idéologie de votre parti politique, l'insérer dans votre exercice ministériel. Mais ça ne voudra pas dire que vous ne pouvez pas être un président d'un parti politique et agir par délégation. C'est-à-dire laisser à ceux qui en libre cours plutôt, aux autres membres de votre parti, gérer le parti au quotidien, vous gardant ce statut-là. Si nous le comprenons ça autrement, là nous faisons un mélange des genres. Donc il n'y a pas de confusion en cette matière. Vous évoquez un problème quand vous dites qu'il y a des gens qui sont députés sénateurs à la fois. Je suis curieux de savoir ceux-là qui sont aujourd'hui députés sénateurs à la fois. Je n'ai pas connaissance. Je vous ai donné les noms. Députés et sénateurs à la fois. Permettez-moi, M. Marseille, j'essaie de vous répondre parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle des mises en disponibilité. Lorsque vous êtes sénateur ou que vous êtes député, vous savez, aujourd'hui, nous avons une particularité. On a un Sénat qui a fonctionné pendant toute législative, mais aujourd'hui qui est ordonné, c'est-à-dire qui est hors mandat. Maintenant, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui étaient sénatrices, c'est-à-dire des gens qui étaient des sénateurs dans notre pays. Ces personnes-là, tout en restant sénateur, avaient postulé en 2011 en tant que député. Si le Sénat était hors mandat, ils avaient tout simplement désisté. Maintenant qu'ils ont été élus, ils ne peuvent pas siéger. En même temps, en tant que sénateur, ils vont maintenant laisser la place à leurs suppléants. Je ne connais pas un seul sénateur ou député qui siège dans les deux assemblées en même temps. Mais je connais ceux-là qui étaient sénateurs, mais qui sont élus députés. Lola Kisanga. Non, Lola je Kisanga. vous le dis. Lola Kisanga, moi, il est je vous encore le dis dans l'effectif. un député de la province orientale. Je suis en train de vous dire ceci. Les cas que vous essayez d'évoquer de M. Lola, si vous allez au niveau du Sénat, vous êtes journaliste, et essayez de faire vos investigations, vous voyez que ce monsieur ne siège plus au Sénat et que celui qui siège à sa place est son suppléant. Vérifiez-les. C'est-à-dire, je n'ai aucune connaissance d'un député qui siège et au Sénat, c'est-à-dire à la Chambre haute ou au niveau de la Chambre basse du Parlement. Je n'ai aucune connaissance.
Donc vous êtes journaliste et vérifiez vos sources et faites des investigations. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement et vous me direz ce que vous pensez par rapport à ça. Donc pour parler toujours politique par rapport à une autre préoccupation que vous avez évoquée, la préoccupation concernant le président de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale plutôt, qui est en même temps secrétaire général à la majorité présidentielle. Attendez, ne faisons pas aussi un mélange de genres. La majorité présidentielle, c'est un fait privé dans l'État. La majorité présidentielle, même si elle incarne un cadre qui a donné, je dis bien qui a donné le pouvoir aux acteurs politiques actuels, mais elle reste un fait privé dans l'État. Donc il n'y a aucune incompatibilité. C'est comme si aujourd'hui, vous voulez me dire que quelqu'un qui a une entreprise totalement privée dans notre pays, parce qu'il a sa propre entreprise privée, ne pourra pas être président de l'Assemblée nationale ou ne pourra pas être député. Ce n'est pas une fonction institutionnelle. Quand elle s'organise, mais je vous dis que c'est un fait. Non, mais je dis qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. M. Marcel, j'essaie de vous répondre à vos questions. Vous apprécierez, peut-être les gens qui nous suivent aussi apprécieront. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. On ne peut pas parler d'un conflit d'intérêt lorsqu'une fonction est institutionnelle et l'autre, c'est une fonction qui s'exerce au sein d'une entité qui est censée être privée. Il n'y a pas possibilité. C'est faire un mélange de genres de pensées qu'il puisse y avoir conflit d'intérêt. Vous parlez des agents de renseignement rwandais et des agents de renseignement congolais. Comprenons le contexte de l'accord que nous avons signé en 2009 dans le cadre de l'accord Imoja-Oueto. Cet accord-là, c'est vous, dans l'interprétation, vous pouvez l'étendre pour dire que les agents des renseignements rwandais peuvent circuler au Congo, comme aussi les Congolais peuvent circuler au Rwanda. Non, ça c'est son interprétation assez large, ne donnerait pas toute la vérité, toute la lumière aux Congolais. Nous avions un problème. Le problème c'était quoi? Au niveau de la partie congolaise, c'était de vider les seuls prétextes rwandais qui étaient légitimes aux yeux du monde, c'était la trace des FDLR. Les FDLR, dans le contexte de l'époque, étaient référencés par les services secrets du monde entier. Même en France où vous êtes, vous allez dans les notes de la DGC, vous verrez que les FDLR étaient référencés comme étant une organisation terroriste. L'Occident, après la chute du mur de Berlin, avec les problèmes actuels, surtout avec l'avènement de Al-Qaïda, avait ouvert une guerre contre le terrorisme. Un pays qui accueille les terroristes et qui ne manifeste pas la bonne volonté de collaboration était considéré à l'Occident comme étant un pays, comme une personne non ingrate, et puis un pays qui ne pourra pas bénéficier d'une manière ou d'une autre de son soutien. Les Rwandais ont longtemps profité de cette situation. Au nom, bien entendu, de la trace des FDLR, les Rwandais qui savaient pertinemment bien que nous étions accusés comme étant un pays qui logeait les FDLR, ils ont fait le tour de notre pays en toute impunité, avec la complicité ou même l'aval, de la communauté internationale qui n'entendait pas nos cris. Quand les Rwandais sont arrivés à Banana, nous avons crié à l'invasion, personne ne nous écoutait. Il n'y a aucun FDLR à Banana au Rwanda, mais les Rwandais pouvaient se le permettre jusqu'aux portes de la capitale à Kinshasa, arriver jusqu'à Mbujimaï, qui a plus de 1000 km de Kigali. Donc ça veut dire que c'était un prétexte légitime. Et pour les vider, la partie congolaise a pensé qu'il était nécessaire de demander aux Rwandais que voilà, par rapport à ces problèmes, nous demandons votre collaboration. Vous voulez traquer les FDLR, nous allons les traquer ensemble, nous allons les traquer avec vous. Chers amis, je vous le dis que c'est à partir de 2009 que la donne a changé sur le plan international. Si vous voyez qu'aujourd'hui nous avons remporté une grande victoire diplomatique face au Rwanda, parce que le Rwanda qui a essayé de revenir avec les fameux problèmes de FDLR, malheureusement le Rwanda n'a pas eu droit de citer et personne, ça n'a pas fait écho à la place du monde parce qu'il y avait opération du Imoja-Oueto. Donc nous avons, aujourd'hui je peux le dire, piégé le Rwanda, connaissant leur velléité par rapport à la situation de l'Est de notre pays, on était préparé à ce que les Rwandais puissent revenir un jour. Donc l'accord s'était limité au niveau où nous disons que nous appelons vos policiers, militaires, agents de renseignement, nous allons d'abord faire une opération concoctée pendant 1 mois. Vos services spéciaux vont rester ici pour continuer à traquer les FDLR et nos agents de renseignement peuvent venir là-bas pour vous fournir des renseignements par rapport au dossier FDLR, comme aussi vous pourriez venir ici pour nous donner des renseignements par rapport au dossier FDLR. Voilà le seul cadre. Maintenant, dire aujourd'hui que les agents de renseignement rwandais traversant RDC, comme aussi les Congolais traversant Rwanda, présenter les choses de cette manière, c'était hiatus qui devient assez grave.
c'est une manière de donner au Rwanda les précises qui cherchent et qui jouent à notre pays. Alors que vous savez pertinemment bien que si vous lisez les termes de cet accord, il ne s'agissait que de ces dossiers-là du FDLR, et vous vous rappellerez même de la phrase du ministre Gata au niveau de l'ONU, lorsqu'il était en confrontation avec son homologue rwandais, il a rappelé ces faits, en disant tout simplement que les FDLR, vous voulez les traquer, vous nous accusez de loger, mais nous vous avons invité de les traquer ensemble. Voilà au moins comment nous devons présenter les choses au Congolais, cher monsieur. Mais si nous présentons les choses dans un sens beaucoup plus large, alors que vous le savez très bien, qu'il n'y a eu aucun agent de renseignement rwandais toléré à Lubumbashi, toléré à Matadi. Pourquoi le faire? Il n'y a aucun FDLR à Matadi. Il n'y a aucun FDLR à Madaka pour qu'on aille les tolérer là-bas. C'était resté dans un coin, et de 2009 jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais vu un agent de renseignement rwandais. Je vous donnerai un exemple à Singama Sisaki, mon village. Jamais vous les avez vus. Donc, c'est comme ça que les Congolais, nous devons comprendre l'action de notre gouvernement dans la recherche de la paix. Je pense avoir répondu à vos préoccupations, au moins sur le plan politique. Je ne pense pas avoir éludé une seule, et je vous écoute pour la suite. Merci beaucoup. Non, mais je voudrais vous dire une chose, parce que vous avez parlé de agents de renseignement. Moi, si j'ai soulevé ça, parce que Monsieur Papi, j'étais à Kinshasa en 2010, j'étais à Kinshasa en 2011, j'étais à Kinshasa en 2009, parce que je suis allé à l'est de la RDC faire mes enquêtes personnelles, comprendre pourquoi on était là, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi on n'arrive pas nous à dénoncer ce qui nous arrive. Et je vous dis, en retour, en 2010, en 2009, j'avais écrit à Sarkozy. En 2011, j'avais écrit à Hollande. Je crois que c'est des lettres administratives. Vous savez, je ne suis pas venu ici pour les déballer. Qu'est-ce que j'ai dit et tout. Et je crois, moi si je vous dis, parce que même au niveau du numéro 1 de renseignement de la RDC, si je vous envoie aujourd'hui la femme, il y avait une femme que je le vis en Kinshasa, quand on a été reçu par le numéro 1 de renseignement, et à Kisangani aussi, je l'ai vu. Elle était là, elle nous prenait des photos, mais sauf qu'elle ne savait pas que moi, j'avais aussi demandé des informations sur elle, qui elle était. Mais je ne suis pas venu ici pour donner qui elle était et tout, parce que voilà, il y a des choses où on devait se dire, je l'ai soulevé pour que vous compreniez. Et la deuxième préoccupation, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais prendre les sujets beaucoup plus importants. Monsieur Marcel, si vous permettez, je ne laisserai pas passer une telle idée. Moi, je ne suis pas en train de dire que cela n'a pas existé. Je suis en train de vous expliquer les cadres. Et si vous voulez au moins être honnête, mais bien entendu, vous comprendrez que les seuls cadres étaient la trace des FDLR. C'était pour vider les prétextes rwandais. Et cela était strictement contrôlé, vous le savez parfaitement bien. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'en tirer les résultats parce que les résultats sont plutôt éloquents. Voilà au moins ce que nous devons dire que les Congolais doivent retenir. Merci beaucoup. Je vais passer à la deuxième question. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est la diaspora congolaise. La diaspora congolaise, quand on voit aujourd'hui le contexte, on a l'impression que c'est une très mauvaise diaspora. Elle est là pour emmerder le pouvoir. Elle est là pour je vais dire pour montrer une mauvaise image. C'est des voyous, c'est des délinquants. Quand je vois même les gens qui parlent de la diaspora, c'est comme si c'était une diaspora, la génération mise en poubelle. Vous comprenez un peu ce que je voudrais dire. Et moi aujourd'hui, je vous pose la question parce que en suivant la radio belge, si vous pouvez aller, vous cliquez, vous allez voir la première, l'aide extérieure de la RDC en 2003, c'était l'argent envoyé par la diaspora, 20 millions. C'est pas rien, c'est énorme. Je crois c'est énorme. Aidez. Vous êtes conscient que la diaspora a beaucoup contribué pour que la RDC ne ressent pas la crise. Et ma troisième préoccupation aujourd'hui, on est en train d'échanger des points de vue. La diaspora engorge beaucoup de compétences que la RDC pourrait profiter de ça. Vous êtes vous-même un exemple. Je dirais, parce qu'il y en a plusieurs qui sont là, qui sont des exemples,
qui faisaient partie de la diaspora. Aujourd'hui, moi, je n'ai rien contre. Hein. Chacun peut servir le pays comme il voudra et là où il voudrait. Le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris que la diaspora a beaucoup contribué pour que la guerre à l'Est s'arrête. Parce qu'il fallait changer l'opinion publique européenne. Je suis triste de voir que c'est par la violence que beaucoup ont compris qu'il y avait la guerre à l'Est, qu'il y avait la violence, il y avait ceci. Mais j'étais le premier en 2004, moi, à ma manière, de faire une conférence en Bruxelles. Je participais à plusieurs des colloques pour expliquer. Si vous allez sur le fichier de la radio Matongé, j'étais le premier à parler de ce qui s'est passé en Équateur et à l'Est de la RDC en 2004, en octobre. Donc, quand je vois même ce que fait le professeur Mukwege, aujourd'hui tout le monde se réveille, mais il y avait déjà des journalistes qui avaient écrit un livre ensemble avec lui, Colette Brackman. Donc, c'est des choses que les gens ont fait. Mais aujourd'hui, le voie des sorties, selon vous, quelles sont? Parce que moi, des voies des sorties que j'ai l'impression que chez nous, on ne fait pas attention à ça. D'après vous, quelle serait le voie des sorties de cette attente? Parce que le Congo a tout à gagner en s'entendant avec sa diaspora, en parlant avec sa diaspora. Je vois le président sénégalais quand il vient à Paris, il rencontre sa diaspora, il discute avec sa diaspora. Aujourd'hui, moi je n'ai rien, hein, j'ai toujours dit, je crois que ce n'est pas parce que c'est vous ou voilà. Moi, mes opinions sur la gouvernance, sur le bilan de Kabila. Il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir. Je crois que j'ai toujours dit, si vous voyez même mes déclarations, j'ai toujours dit, je crois que le Congo avait un président qui était là, franchement. Si ce n'était pas lui, le Congo serait encore en guerre. Si je l'ai toujours dit, j'ai vécu la guerre de 6 jours à Kisangani, j'ai été arrêté par Kunda à Kisangani, et il y a plusieurs choses. Je connais qu'est-ce que c'est la guerre. J'ai vu mon frère se faire fusiller à côté de moi. Donc quand les gens se battent, moi je me bats pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Ça c'est mon objectif. Aujourd'hui, quelles seraient les voies de sortie pour vous? Parce que Kabila est entouré de personnes qui ne veulent pas que cette diaspora puisse s'exprimer correctement. Quelles seraient les voies de sortie? Parce que vous voulez construire, d'après vous. Merci beaucoup. Je ne répondrai pas directement à votre question sans donner ma propre lecture par rapport à ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure sur par rapport à la diaspora. Vous savez, je suis bien placé, aussi bien que vous, d'en parler, parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis moi-même aussi membre de la diaspora. Et toute proportion gardée, je sais comment cette diaspora réfléchit. Vous savez, commençons par réparer quelque chose. Quand vous dites que cette diaspora a beaucoup contribué par rapport à la guerre à l'Est, vous êtes encore gentil de parler de la diaspora, mais si vous allez voir nos amis combattants, ils vous diront que ce sont les combattants qui ont combattu, parce que pour eux, quand ils parlent de la diaspora, il faut exclure la diaspora qui considère comme état apolitique ou la diaspora stabiliste. Ça pose déjà un problème. Il y a des actions qui sont menées sur le plan international pour que vous puissiez voir les résultats que nous voyons à l'est de notre pays. Souffrez que je vous le dise, que les actions de la diaspora, pas de la diaspora, mais de ceux qui se disent des combattants, qui font les marches, qui en réalité veulent imputer tout ce qui se passe sur la tête de celui qui dirige le pays, aucune de ces actions n'a contribué à ce que nous puissions voir la situation actuellement, c'est retourner des vestes à l'est de notre pays. Souffrez que je vous dise cette vérité. Parce que si leur démarche avait prospéré, c'est lui qui a la tête de ce pays, c'est lui qui est la communauté internationale accuserait de tous les maux, et c'est peut-être sa tête qu'on réclamerait comme les veines des combattants. S'ils n'ont jamais obtenu cela, c'est parce que les actions qui sont menées sur le plan international n'ont rien à voir avec les marches ou les histoires de Lumbe-Lumbe. Je suis aujourd'hui au pays, ça fait 30 mois. Dans quelques jours, je vais totaliser 30 mois. J'ai l'humilité de reconnaître qu'en étant sur place au pays, je sais évaluer les actions qui sont menées de loin mieux que lorsque j'étais au niveau de la diaspora, où je pensais
que le fait d'intervenir sur Internet ou de faire certaines émissions, c'était ces actions-là qui étaient efficaces. Non, non et non, cher monsieur. C'est le souhait de voir aujourd'hui, que nous puissions les comprendre maintenant, que toute la diaspora, nous devons nous appeler à l'humilité. L'humilité qui voudra dire, c'est de comprendre que nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer et que combattants, collaborent, tout ce qui s'ensuit, nous devons au moins, en ce qui concerne ou à ce qui touche les problèmes de notre pays, que nous puissions au moins nous retrouver ensemble. Parce que, si vous parlez des problèmes que nous avons connus dernièrement, notamment les problèmes avec le M23 et l'implication rwandaise, ceux-là que nous combattions sur le plan interne avaient trouvé des relais au sein de la diaspora. Les relais au sein de la diaspora n'étaient pas des kabylistes, c'était des combattants qui, eux, pensent qu'ils n'ont pas été des relais, qu'ils ont fait quelque chose pour mettre fin à la guerre. Les cadres n'est pas approprié pour que je vous parle des actions qui ont été efficaces, que moi je connais aujourd'hui et que je sais évaluer, et que ce sont ces actions-là qui ont changé la donne sur le plan international. Posez la question à Roger Lumbala, il vous dira que ce n'est pas le fait des combattants qu'ils ont quitté les maquis de M23. Ils vous diront que les combattants sont nos amis, on a tout fait pour que nous puissions rester là-bas, mais c'est l'action de Kabila avec les siens. C'est cette action-là sur le plan international qui a fait que la situation puisse changer. Les dire, ce n'est pas frustrer la diaspora, c'est d'amener cette diaspora à l'humilité, de reconnaître qu'ils peuvent se ranger derrière les leaderships qui est dans ce pays et qui produit des résultats. Maintenant, par rapport à l'intégration de la diaspora, c'est faux de dire qu'on refuse d'intégrer la diaspora. C'est faux et absolument faux de le dire. Je vous dis la vérité. Si cela était vrai, plusieurs personnes qui, comme vous et moi, sont de la diaspora, qui ont trouvé leur place sous le soleil dans ce pays, ne trouveraient pas de place. Mais nous avons un problème avec notre propre diaspora par rapport à d'autres États. La diaspora sénégalaise, la diaspora malienne, sait s'organiser à travers des actions et ils peuvent mener des actions communes sans aucun clivage politique et essayer d'avoir des résultats escomptés. Nous avons une diaspora qui est non seulement depuis un certain temps déchirée, mais c'est une diaspora qui s'est illustrée, au moins une partie de cette diaspora, dans la violence et dans les rejets de l'autre. Lorsqu'aujourd'hui vous entrez dans une logique, non pas de composer avec un pouvoir, mais vous entrez dans une logique de réclamer tout le temps la tête de celui qui est au pouvoir, jusqu'à prôner sa mort. Mais cette personne, quand vous prenez sa mort, il a une famille. Cette personne a une famille. Cette personne a une famille biologique et une famille politique. Cette personne a des gens qui le soutiennent. Comment voudriez-vous que lorsque les gens vous lancent un appel à la paix, vous vous dites que non, nous n'avons pas d'autres conditions, que d'abord le départ de cette personne qui est à la tête de ce pays, c'est lui que le peuple a élu. Et vous ajoutez en disant que nous voulons même sa mort. Comparez les discours entre nos amis qui sont au niveau de la diaspora combattante et les discours de ceux qui sont au niveau du régime. L'appel, ce n'est pas du niveau des combattants. Les combattants n'ont jamais un jour, ils se sont jamais réveillés pour lancer un appel aux kabylistes, pour dire que c'est notre pays à nous tous. Essayons de nous asseoir pour trouver des solutions et gérons les pays ensemble. Ce sont les kabylistes qui sont au pouvoir qui lancent à répétition ces appels. Les chefs de l'État, tout récemment encore, a organisé un cadre à travers les concertations nationales. Quelle a été la réponse de cette diaspora? Parce que quand vous parlez de la diaspora, je sais que je ne fais pas allusion à toute la diaspora, mais je réponds par rapport à la diaspora qui pose problème, c'est-à-dire les combattants. Alors, à un certain moment, comment voulez-vous travailler avec des gens qui refusent de travailler avec vous? Et ce sont les mêmes personnes qui vont accuser pour dire que la diaspora, maintenant, on ne veut pas intégrer la diaspora, mais à la fin, qui paye les frais? C'est la diaspora comme vous, c'est la diaspora comme plusieurs personnes. Cette diaspora-là comme vous, des gens qui veulent s'exprimer, on étouffe même les paroles. Quelqu'un comme vous, par le fait de faire l'émission avec Papi Tamba, même si on a des profonds désaccords sur certains points, et vous risquerez de moté, on risquera maintenant de vous dire que là, vous n'avez pas le droit d'aller à Kin. Il y a une dictature qui s'est imposée, où maintenant, ça crée un effet d'entraînement. Ça veut dire quoi? Nous assistons maintenant à une chose où les combattants ont surgi, ils ont une minorité plutôt. Ces gens-là, brusquement, ont des vertus cardinales pour dire qu'à eux tout seuls, ils ont l'amour du pays. À eux tout seuls, ils peuvent seuls gérer le pays. Imaginons
que les gens qui n'ont jamais réuni plus de 10 000 personnes dans une marche ils disent régulièrement que si nous prenons le pouvoir, vous ne pouvez perdre tous ensemble, qu'il y a plus d'1 million plus d'1 million de sympathisants, plus d'1 million de membres, mais moins de 10 000 personnes vont dire que vous allez tous être jugés, vous irez ainsi de suite, avec tout le monde qui prononce, vous le savez. Moi, je pense que nous devons appeler la diaspora à l'humilité. La diaspora comme vous, c'est une diaspora malheureusement aujourd'hui qui agit, comme moi aussi, avec des efforts personnels. Alors qu'on devrait peut-être agir dans le cadre d'un mouvement commun. Mais ce mouvement commun aujourd'hui a du mal à être organisé depuis l'émergence du mouvement des combattants. Les combattants, dans toute l'action qu'ils mènent, ils veulent que s'il y a des massacres à l'Est, s'il y a des viols, que ce soit la tête de Kabila qui soit mise à prix. Obama ne les a jamais suivis. François Hollande ne les a jamais suivis. Quel est ce président ou cette plateforme au monde qui un jour s'est réveillé pour dire que nous accusons Kabila de massacre de l'Est comme le veulent les combattants? S'ils avaient vu ce genre de déclarations, ils avaient vu ce genre de prise de position, je vous dis qu'ils devaient crier victoire pour dire qu'en tout cas, nos Lumbe ont produit des résultats. Mais les résultats, c'est que lorsque Obama condamne le Rwanda, lorsque François Hollande et tout le monde condamne le Rwanda, ils sont derrière le gouvernement congolais. Ça veut dire que ce sont nos actions à nous qui sont écoutées. Ce sont nos actions à nous qui sont suivies. Ce ne sont pas des actions des combattants. Ils doivent être humbles. C'est l'humilité de reconnaître aujourd'hui qu'ils font fausse route et que nous gagnerons dans la cohésion nationale. Je profite de cette occasion pour finir, pour lancer encore un appel à tous les amis combattants, à tous les frères combattants, de comprendre qu'ils font fausse route et que l'animosité entre les Congolais ne réglera pas le problème. S'ils pensent que ce sont ceux qui ont la clé de... Parce que vous êtes en train de parler de l'immunité. Je vais vous dire une chose. Je compris une chose. Je crois que quand on voit la RDC aujourd'hui, je crois que vous dites c'est vos actions. Je crois que si la RDC n'avait pas un groupe de lobbying ou composé de toutes ces personnalités françaises, d'Abdou Diouf, on ne serait pas là où on est. Ben, je vais essayer un peu de revenir une partie pour que vous compreniez aussi que... Mais vous avez dit quelque chose de fondamental. Vous parlez de lobbying. Quand vous parlez de lobbying, mais vous le savez très bien, quand vous citez le nom d'Abdou Diouf et compagnie, mais ce lobbying-là est agi en intelligence avec le gouvernement congolais. C'est une manière de dire qu'il y a des actions ils ont aussi posé la question à certaines personnes de la diaspora. Mais je suis en train de vous dire ceci, vous comprenez ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'au sein de la diaspora congolaise, personne n'intervient pour que nous puissions ramener la paix dans notre pays. Sinon, moi-même, je me mettrai dans le lot. Je sais ce que j'ai accompli, je sais ce que j'ai fait à titre personnel, en termes d'apport sur le plan diplomatique pour que nous puissions atteindre ce genre de résultats. Ne pensez mais pas moi, je voudrais vous donner un exemple aussi simple. Je suis en train de dire... Oui. J'allais vous donner un exemple. L'ambassadeur... Avant de donner votre exemple... Oui. Oui, allez-y. Je vous écoute. L'ambassadeur du Congo qui organise un forum pour toutes les associations congolaises en Belgique. Il y avait plusieurs. C'était le forum économique de la diaspora congolaise de l'Union européenne. 300 associations congolaises qui viennent, bien qu'il y avait des combattants qui ne voulaient pas qu'ils assistent. Parce qu'ils voulaient entendre les ministres. Ils ont transmis des préoccupations. J'y étais moi aussi. Mais quand on fait une table ronde pour la RDC, on exclut ces personnes-là. On choisit parmi ces convaincus qui participent et tout. Et à ce moment, vous allez dire... Monsieur Marcel, ce que vous dites est fondé. Je vais vous dire que la manière dont le ministère du Plan avait organisé la dernière table ronde, personnellement, je l'ai désavoué, et plusieurs personnes l'ont désavoué ici. Le problème, c'est que nous ne sommes pas là pour noyer les poissons. Figurez-vous que la table ronde s'ouvrait en Belgique, les mêmes jours que les chefs de l'État. Non, attendez. Les mêmes jours que les chefs de l'État prononçaient les discours de fin de concertation, et c'est le même jour que s'ouvrait cette table ronde. Mais comment est-ce que le casting a été fait?
Si vous me suivez, vous avez vu même mes prises de position par rapport aux concertations nationales. Aux concertations nationales, j'étais aussi contre tant le nombre de gens de la diaspora qui ont été invités, ça y est 18, j'ai trouvé que c'était insuffisant. Mais non pas seulement qu'ils étaient 18, mais le casting était très mal fait. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu ici, aucune autorité ne m'a repris. Ne vous en faites pas, quand je l'ai dit, c'est à la télé. Personne ne me dit que Papi Tamba, vous avez tort. Nous disons qu'au niveau du bureau de contact, il y avait un problème. Mais s'il y a ce problème, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Ce problème-là, c'est parce qu'il y a un groupe de gens au niveau de l'Europe qui, eux, maintenant, compliquent la vie à tout le monde et ce sont eux qui sont en train de compromettre les problèmes. Maintenant, en même temps qu'ils sont en train de compliquer la vie à tout le monde, c'est-à-dire parlant des combattants, en même temps, ils sont en train de croire que c'est grâce à eux qu'on trouve des résultats escomptés. Alors c'est grâce à des gens tels que vous, des gens qui font des lobbying, qui ne sont pas des combattants. C'est pourquoi je les appelle à l'humilité. Parce que quelqu'un comme vous, comme tant d'autres associations qui ont été invitées, comme vous le dites, c'est du fait seulement de rencontrer l'ambassadeur Mova. Ils peuvent être taxés de collabos et avoir droit au Lumbe. Alors qu'ils ont apporté quelque chose pour construire au pays. Donc si vous avez l'occasion de parler à ces amis combattants, il faut leur dire que dans la vie, à un certain moment, il faut faire le constat ou bien faire le bilan de ces actions. Le bilan de ces actions, c'est que ces gens, depuis plusieurs années, ils font des bruits. C'est pour que, au niveau de l'Est de notre pays, qu'on attribue tous les massacres et les crimes sur la tête de Joseph Kabila et qu'il puisse avoir sa tête. Personne ne les a jamais suivis. Donc, ils doivent au moins un certain moment se dire que si personne ne nous suit, c'est que les gens prennent nos démarches pour des équilibrations. Maintenant, changeons de stratégie. La stratégie, c'est quoi? Appelons-les à l'unité. Pour dire que nous pouvons maintenant tous ensemble mieux nous organiser et bâtir une diaspora qui sera plus responsable. Voilà au moins ma position par rapport à ce sujet. Mais moi, je voudrais, voilà, parce que on est en train de changer d'opinion. Moi, je vais essayer un peu de vous poser une question, parce que la RDC a des ambassades. Quand je vois notre ambassade à Paris, je vois notre ambassade à Bruxelles, c'est des places beaucoup plus stratégiques. En 2009, j'avais envoyé un projet à la maison des Congolais de l'étranger. Ils ont le projet. Jusqu'à présent, il n'y a jamais rien eu. Moi, je vais m'atteler sur les ambassades. Pourtant, les ambassades représentent la RDC. Pensez-vous vraiment que si ces ambassades étaient des maisons des Congolais, il n'y aura pas une entente avec la diaspora? Et le deuxième parti, est-ce que aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi je crois que si vraiment, sincèrement, je vous dis, le gouvernement a besoin d'atteindre la diaspora, il y a des passages simples à faire. Il y a des associations, il y a des associations internationales qui sont en RDC, qui sont en Europe. Pourquoi aujourd'hui n'est pas utiliser ces chemins? Parce que tous ces Congolais-là fréquentent ces associations-là. Tous ces Congolais-là sont en contact avec ces associations-là. Pourquoi aujourd'hui, si vraiment on veut inclure la diaspora, n'est pas utiliser ces chemins où ça pourrait faire arriver les Congos? Pourquoi j'insiste? Moi, je fréquentais, j'ai dit, je fais 2 ans comme référent de Sahel. Sahel, c'est une grande association de tous les migrants du monde. Si vous allez sur Internet, vous verrez. J'étais référent pour la France pendant 2 ans. J'étais dans des réunions et je posais toujours cette question pour comprendre. Aujourd'hui, je crois que la RDC, si il veut vraiment de sa diaspora, il va se rapprocher de sa diaspora. Aujourd'hui, c'est au gouvernant de faire pareil pour aller vers sa diaspora et faire comprendre la diaspora comme vous êtes en train de dire. C'est vrai qu'il y a une classe, il y a toujours ceux qui sont extrémistes et il y a une partie qui ne le sont pas. Pourquoi ne pas chercher à se dire des choses franchement? J'ai vu un exemple. Au forum de Congolais de l'Union européenne, on s'est dit des choses franchement. Personne n'a eu peur de personne. Il y a même les ministres qui ont dit à leur conseiller, laissez-moi circuler parmi les personnes, je vais discuter avec eux. C'est simple. Les choses sont simples. Le problème, c'est que nous avons des ambassades qui ne sont pas des maisons des Congolais. Comment voulez-vous aujourd'hui réconcilier, oui. Non, mais c'est Marcel, c'est ça, je vous dis que nous sommes en train de faire de sur place.
Dans la mesure où il y a un seul phénomène qui pose des problèmes. Nos ambassades n'ont pas été comme elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, vous comprendrez bien qu'il y a eu des actions, non pas pacifiques menées dans les ambassades, mais des actions qui ont fait que les ambassades se mettent dans les frères congolais comme état de suspect, que les gens qui viennent dans l'ambassade peuvent venir pour d'autres motivations. Les gens sont dans une logique non plus de collaborer avec les ambassades, mais dans une logique d'attaquer les ambassades. Maintenant, des gens comme vous qui avez des associations, vous qui connaissez aussi ces gens-là, vous n'aidez pas aussi la République. Aider la République serait non pas seulement de parler au gouvernement, c'est bien ce que vous faites, mais il faut trouver aussi un cadre pour conscientiser ces frères combattants, pour dire que leur mouvement est antiproductif. C'est un mouvement qui ne vient pas aujourd'hui, c'est un mouvement aujourd'hui qui ne vient pas pour dire apporter quelque chose de positif dans notre pays. Pas du tout. Et puis, monsieur Marcel, pour finir peut-être, hein, vous pourriez aussi, à votre niveau aussi, faire aussi des démarches contraires. Si aujourd'hui, vous dites par exemple que le gouvernement se perd un peu dans les contacts à nouer au niveau international, mais l'inverse aussi peut être vrai. L'inverse, c'est quoi? C'est que les associations aussi sur le plan international n'approchent pas les gouvernements de la République. Donc chaque côté doit faire son pas. Mais, non, mais je suis un exemple vivant. Je suis un exemple vivant. Monsieur Marcel, vous savez, moi qui vous parle, l'aime de Papi Tamba, je suis comme vous un Congolais diaspora. Je suis du Bas-Congo. Je suis pas Kandé. Je ne suis pas du Maniema pour que les gens disent que voilà, c'est au moins, c'est des provinces qui sont considérées comme étant la source des pouvoirs. Et je vivais à Paris, à plus de 8000 km. Grâce à mes efforts personnels, je ne connaissais aucun ministre ou aucune autorité dans ce pays pour être en contact direct. Je suis un Congolais de la diaspora qui s'est battu, qui a essayé de chercher aussi à forger aussi son destin. Aujourd'hui, je ne suis pas. Des gens m'appellent ministre de Facebook comme ils essayent toujours d'avoir les mépris. Mais en tout cas, je peux vous le dire, j'ai au moins le privilège, sans aucun intermédiaire, de contacter la plupart des autorités qui sont dans ces pays. J'ai le privilège aujourd'hui d'avoir accès à certains dossiers et peut-être de faire entendre ma voix. Je suis un Congolais de diaspora. Imaginons que nous puissions tous faire les mêmes parcours et les mêmes efforts, nous pourrions arriver. Donc vous pourriez aussi à votre niveau, si je dis je suis un exemple vivant, vous pourriez aussi forcer le destin. Si j'étais seulement resté en face, attendre que les choses viennent vers moi, rien n'allait venir vers moi. Non, mais je parler pour dire que partageons les responsabilités. Mais, monsieur Papi, je vais vous dire une chose. Les Congolais, je ne peux pas me prévoir ici à dire je fais ceci, je fais ceci. C'est pas le problème. Le problème, c'est que si vous voyez aujourd'hui le mouvement des combattants, vous verrez que ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, il reste que des partis politiques. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de faire aussi un travail. Ceux qui ne sont pas dans des partis politiques ne viennent plus. Ils ne sont plus comme ils étaient avant. Au début, c'était tout le monde. Après, chacun a commencé à comprendre qu'il y avait des partis politiques derrière et les gens voilà, et aujourd'hui, ils sont pliés ensemble. Moi, mon problème, c'est quoi? Je voudrais dire une chose. Moi, ma démarche, c'est qu'un jour, le président qui dirige soit libre. Parce qu'aujourd'hui, les présidents africains ne sont pas libres. Aujourd'hui. Et je crois, dans un forum européen, si vous tapez mon nom de famille, je vous envoie, vous verrez. J'avais proposé des choses. Il y avait Reding, de la Commission européenne. Je lui ai dit, franchement, parce qu'il a traité tous les présidents africains de corrompus. Je lui ai dit aussi, devant tout le monde, parce que j'avais la parole, je lui ai dit que c'était eux qui corrompaient ces présidents-là et qui les rendaient corrompus. Je voudrais, parce qu'aujourd'hui, la RDC, il est en face d'un complot. J'ai compris, qu'aujourd'hui, la RDC a compris qu'il faut un groupe de lobbying, il faut des groupes de pression pour plaider sa cause sur le plan international. Je crois aussi qu'il serait encore beaucoup mieux pour la RDC d'avoir un groupe de sa diaspora pour le lobbying mélangé avec ces groupes de lobbying qui pourra aujourd'hui rendre libre nos présidents, pas seulement le président de la RDC. Moi, j'ai toujours dit que ça soit un autre que Kabila, il y aura toujours la même chose. Et ça va toujours recommencer de la même chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, c'est à la RDC de voir
Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, il y a beaucoup de postes à l'extérieur que la RDC n'utilise pas. Il y a beaucoup de sa diaspora qui ont des compétences, qui peuvent être dans ces couloirs où ça se décide pour faire des groupes d'ingénierie, pousser à changer des choses. Moi, je ne suis pas là pour, voilà, j'ai toujours dit, vous pouvez lire, hein, il y a des conférences, il y a des choses. Kabila, comme on le dit, Kabila dégage. Après, qu'est-ce qu'on propose? Les choses, c'est une vision globale de la chose. Parce qu'il y a un combat, comme j'avais dit, ça se gagne par le verbe, ça se gagne par la stratégie. Je crois que j'étais la première personne à dire une chose, qu'aujourd'hui, l'Est de la RDC est condamnée de vivre avec le Rwanda, de vivre avec le Burundi, parce qu'on n'a pas choisi d'être là. Et aujourd'hui, c'est au Congo, au gouvernement congolais, de voir avec sa diaspora, de le rendre utile et de valoriser cette diaspora. C'est pas seulement, c'est comme si la diaspora a tort sur tout le point. La diaspora ne vote pas. Pourtant, la Constitution parle de discrimination. C'est une discrimination. Je ne reviens pas là. Mais le problème aujourd'hui, je crois que comme vous êtes là, vous avez dit, vous avez la facilité de dire des choses. C'est à vous de faire passer des messages aussi. Que aujourd'hui, que la RDC puisse changer. Non, mais c'est Marcel. Je suis d'accord avec vous sur toute la ligne. Je veux que nous puissions avoir une diaspora qui puisse au moins... Je connais la force de la diaspora. Comme je vous dis, je suis moi-même membre de la diaspora. Et je sais ce que la diaspora est en mesure de faire. La diaspora doit choisir le pouvoir de Kinshasa comme un partenaire. Malheureusement, il y a une partie des gens qui existent tellement qu'ils ont étouffé toute la diaspora de manière à ce qu'ils entrent dans l'antagonisme avec le pouvoir. Vous vous rappellerez les premiers voyages effectués par les chefs de l'État en Europe, quand il a été investi, c'est le chef de l'État qui a très simplement rencontré sa diaspora avec qui ils ont échangé. Il aurait suffi qu'on vienne lancer un communiqué au début par M. Honoré Mwanda pour que les gens se saisissent de ça, qu'ils puissent acheter cette marchandise peut-être à crédit, je ne sais pas, mais aujourd'hui qu'ils puissent polluer toute la vie de la nation. C'est pourquoi je vous dis ceci, c'est à nous de la diaspora de commencer, à nous organiser, et puis deuxièmement, il y a une manière, je donne par exemple une idée, on peut isoler tous ces différents mouvements. Pourquoi ne pas dire que voilà, les combattants existent, on les laisse fonctionner comme ils le veulent, mais l'autre partie de la diaspora s'organise sans faire attention aux combattants, et nous voulons choisir le pouvoir comme étant un partenaire, ça va créer un nouveau canal avec lequel on peut collaborer. Monsieur Marcel, Joseph Kabila a beau être président de la République, il reste une personne humaine. Et dans la vie, quand des gens cherchent continuellement votre mort, ils jurent et ils prêchent pour votre mort, en souhaitant la mort à votre épouse, en souhaitant la mort à vos frères, en souhaitant la mort à vos sœurs, et même à vos membres des familles politiques, ça ne crée pas la confiance, ça crée la méfiance. Si aujourd'hui, Joseph Kabila, tout président qu'il est, on veut que tous les péchés du monde lui soient attribués, au point que maintenant, tout le mal qui peut arriver au niveau du pays, au niveau de la diaspora, ça va être lui. Cela n'est pas aussi de nature à faciliter l'échange et la collaboration. Nous pouvons, nous, ensemble, changer le visage de ces diasporas, et c'est un travail que nous pourrions tout à fait faire. Vous avez des idées, lancez l'idée auprès de vos amis au niveau des associations. Moi, ici, au niveau de Kinshasa, je pourrais les faciliter. Je pourrais faciliter certaines introductions. On peut tout à fait ignorer ces mouvements et créer l'autre face une autre face de la diaspora qui prendrait le gouvernement comme étant un partenaire avec qui on peut faire des affaires plus sérieuses pour redorer l'image de notre diaspora. Comme ça, les amis combattants, ceux qui comprendraient, ils vont rejoindre la barque, et ceux qui ne comprendraient pas, on les laisse avec les histoires de Lumbe Mote. Ça peut commencer par quoi? Nous avons aujourd'hui Amafrica. Maman Fils a peut prendre l'initiative avec d'autres pour dire que voilà, aujourd'hui nous voulons qu'il y ait une diaspora responsable de notre radio. On commence par les isoler pour dire que nous voulons créer un autre cadre où nous allons parler citoyens. Aujourd'hui, j'échange avec vous, non pas seulement qu'il n'y a pas d'insulte, mais on essaie de dire des choses pour construire. Là où je trouve que vous avez raison, je vous le dis sans gêne. Et je dis que nous pourrions travailler ensemble et vice-versa. Si cette diaspora commence à réfléchir de cette manière et que Amafrica commence par impulser cet exemple suivi par les autres,
En laissant maintenant les combattants avec les petits mondes, nous verrons que nous allons redorer le manche de la diaspora et le pouvoir de Kinshasa nous tendra la même association. Parce que vous ne verrez jamais chez Amafrica ou dans d'autres espaces, si nous voulons créer ce genre d'espace-là, pour dire que voilà, vous cherchez à ce que Kabila puisse mourir. Vous n'allez pas aujourd'hui venir avec ce genre de discours. Vous parlez d'un complot international et vous le dites à juste titre, et nous devons résoudre ces complots en aidant nos dirigeants. Voilà au moins un langage patriote. Ça ne fait pas de vous moins congolais que les autres. C'est comme ça que nous devons voir. Et vous pensez que moi aujourd'hui, M. Marcel, je suis connu pour ne pas aimer la politique de notre papa Tshisekedi Lumumba Etienne. Mais si j'étais président de la République de ce pays, vous pensez que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer tout en état à l'étranger, de tirer sur lui quotidiennement. Il y a le respect à devoir à la fonction présidentielle quand c'est le président de votre pays. Et pour finir, je suis étonné de voir que même des hommes qui se disent hommes de Dieu passent leur temps à fustiger un président qui est en place. Il y a un pasteur américain qui disait une fois, un homme de Dieu américain, il disait quelque chose à juste titre. C'était à l'époque de Bill Clinton. Il déclarait que je suis républicain, j'aime pas les démocrates et je n'aime pas la politique des démocrates. Bon, je crois que notre invité est parti. Il doit se poser un problème de connexion. Nous allons toujours être là et continuer. Il nous reste quelques sujets sauf que l'invité a un petit problème de connexion. Et je crois que nous avons eu cette occasion de discuter parce que échanger, c'est un carrefour d'idées, c'est un échange d'opinions. L'émission à votre service arrive, je crois, à sa fin. Nous ferons encore des efforts pour essayer de contacter M. Papitamba, contacter même certaines personnes pour qu'ils interviennent à tel point qu'on ait de réponse à nos préoccupations. Amafrica à votre service, nous allons répartir à la régie pour essayer de nous essouffler. Amafrica à votre service. Mama yambi ngana lela yo Gibala na ngai ngana kanisa yo Abwakeli maladi ya mabe sabe Sami matobo ngana leli alima Nalukeli nzoto na ngambo Kozo na nga Dieu le veut Akodo masombo Mama yambi ngana kanisa monderto Babwakeli nga maladi ya mabe fugase Nalukeli nzoto na ngambo somida Makoso na ngai peka tonga Mama yambi ngana lela yo Luambo papa ngana kanisa yo Mabwakeli nga maladi ya maresise Nalukeli nzoto na ngambo na kufa Dr. Jamala ngana lela yo Nalukeli nzoto na ngambo mwikaso Mama yambi ngana lela mama Nalukeli nzoto na ngambo Kozwa na nga Dieu le veut mama Nakozela kaka Yesu mokola kozonga mbala mibale Akamatanga ngoto kende likolo kosambelaka Mama yambi ngana lela
naluka mbongo to naluka kisi ya magi nga naluka mbongo to naluka kisi ya moyeke mayele esili ngai mwana mama mayele esili ngai mwana mama nakufa koma yo tobomana olingi nakufa mpona yo mpona nini mokili basala yango mpona yo moko te sanza na moyebimaka mpona moto nyonso boni yotema mabe boye Magie, Fokédia, danger des morts. Ayez, magie, Fokédia, danger des morts. Ayez, magie, Fokédia, danger des morts. Je vois, 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 je vois. Le moi, sortez là, allez, on est encore. Auditrices, nous voici toujours dans notre émission. Nous avons eu, je vais dire, l'opportunité d'inviter dans cette émission Amafrica à votre service dès ce vendredi, M. Papitamba, qui est le communicateur de la majorité présidentielle. Nous avons abordé certains sujets, mais il nous reste encore plein de sujets, mais la réalité c'est que tout le monde n'a pas le temps et que je crois nous aurons encore l'occasion de passer, de révisiter certaines choses qui nous restent, des choses très importantes que nous avons l'obligation de connaître. Nous avons l'obligation de savoir, parce que l'ignorance est la seule chose à combattre. Mais il faut toujours la combattre. Quand on veut mener une lutte, c'est pour changer les choses. Changer les choses, il est toujours différent. Changer les choses, c'est voir autrement. Changer les choses, c'est prendre quelque chose d'important de l'autre pour essayer de l'utiliser aussi dans le bon sens. Amafrica à votre service de ce vendredi. Nous sommes vraiment avec vous. Je crois que Amafrica sera là à chaque fois pour essayer de faire participer les personnes qui peuvent répondre à vos préoccupations plus importantes et plus essentielles, parce que la vérité c'est que c'est l'ignorance qui est la chose la plus difficile à combattre. Et pour la combattre, il faut que les gens sachent quoi? Les gens doivent savoir la vérité. Et c'est la vérité qui sort une personne de l'ignorance. Amafrica à votre service. Je vais répartir à la régie, voir si la régie pourrait nous proposer quelque chose, si la régie voilà, et revoir aussi s'il y a des gens qui veulent participer dans ces duos, bien que je crois que nous avons été coupés, notre invité est parti brutalement, c'est suite à la connexion. Nous sommes à plus de 8000 kilomètres de la RDC. C'est quelque chose de formidable déjà de la technologie de nous mettre en contact à 8000 kilomètres. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes restés vraiment à notre fin. Nous n'avons pas pu poser toutes les questions, mais prochainement, je crois que nous pourrons nous essayer de relever certaines choses de
Oui, je veux encore revenir au studio pour dire que voilà, l'invité est de retour. Nous allons essayer un peu d'aborder avec lui ce complot international que la RDC, je vais dire qui colle à la peau à la RDC. Ça fait 20 ans que cette histoire existe et que le Congolais, au lieu de voir les causes, il ne voit que les conséquences de la chose. Aujourd'hui, je crois, je vais aller vers mon interlocuteur avant de proposer, parce que je crois que durant l'émission, je proposais des choses. Je ne suis pas resté en train de dire. Je voudrais dire à Monsieur Papitamba, aujourd'hui, le complot international de la RDC, que pensez-vous, comment quelle stratégie utiliser aujourd'hui? Parce que je crois que on a vraiment tapé sur le combattant, tapé sur les gens. Ben la réalité, c'est que les gens ne voient que les conséquences. Quelle stratégie appliquer aujourd'hui pour essayer de lutter contre ces complots internationaux contre la RDC, Monsieur Papitamba? Oui, je vois. Bon, je crois qu'il a encore ces problèmes de connexion. Et nous allons ben c'est ça. Je crois que je vais répartir pour repasser la parole à Mama Feza, en attendant que Monsieur Papitamba revienne. Monsieur Marcel, Marcel Kanda, moi je suis pas dans le duo de ce soir, sinon ça serait un trio. Je pense que votre duo, ça serait mieux de donner étape par étape le sujet et en rester sur le sujet et pouvoir départir aussi le temps, parce que là, on a comme l'impression que on prend trop de temps sur un sujet et voilà, le temps est vite rapidement consommé. Papi Tamba va devoir nous quitter d'ici là parce qu'il a dit pas plus que 2 heures qu'il en a besoin. Ben, moi, le problème ou les soucis que nous avons, et surtout les soucis parce que nous sommes en train de conscientiser sur l'éveil patriotique, donc on devrait quand même certains dossiers soit aussi clarifié, parce que quelques-uns, entre guillemets, c'est ce que nous avons aussi observé, ne expliquent pas les dossiers tels qu'il faut. Chacun le parle de manière à sa viser ses propres intérêts. On a comme l'impression que certaines personnes ont peur d'étaler la vérité aux Congolais, de façon que les Congolais se rangent un peu derrière une position pouvant les permettre de bien soutenir leur nation. Et c'est ça, c'est déjà compris déjà depuis très longtemps. Moi, je pense que ce qu'il y a maintenant, c'est de définir, parce que le complot international n'est pas bien défini. Quand on parle du complot international, on voit trop souvent les Congolais parler de l'occupation. Et dans cette occupation, ils disent que c'est Joseph Kabila, en fait, qui est Hippolyte Kanambe. C'est lui, le Rwandais, qui occupe le Congo. Et avec tous les autres qui travaillent avec lui, Sani Kagame, Museveni, et tout ça là pour jouer le jeu, voir M23, c'est son truc à lui. Et ce sont des choses pareilles qu'il faudrait, pour ceux-là qui maîtrisent les dossiers, d'expliquer aux Congolais. Il s'agit de sauver une nation, il ne s'agit pas de sauver un individu, il s'agit d'une nation. Et la nation doit être aussi défendue par des individus, justement. On ne peut pas prétendre défendre une nation s'il n'y a pas des individus, par exemple. Donc, quelque part, on ne peut pas dire que j'aime mon pays et la manière de le défendre, eh bien, vous prenez des gens qui, apparemment, n'aident pas la nation, mais permettent à ce que la nation soit toujours dans le trouble. Parce que moi, je ne peux pas dire j'aime mon pays, je défends mon pays. En même temps, je me rallie avec les agresseurs de mon pays.
C'est inconcevable. Ça, c'est juste en train de jouer avec mon pays. Et c'est ça qui devient notre souci. Nous avons besoin qu'on puisse nous définir le complot international, c'est quoi, et quels sont ces mécanismes d'opération, comment ces complots est-elle matérialisée jusqu'à mettre ce pays dans des guerres, des conflits incessants à chaque fois. C'est ça des choses que les Congolais doivent comprendre et savoir. Et l'occupation, c'est quel domaine qui occupe qui? Qui sont les occupants et qui sont les occupés? Ça c'est clair, les occupés, nous le savons, ce sont le peuple congolais, c'est la nation qui est occupée. Mais qui sont les occupants? Comment ce complot est-il mandaté et préparé? C'est ça ce qu'il faudrait aussi parler. C'est ça le sujet que les gens ont voté, ont dit. Ça c'est le sujet vraiment d'actualité et très important. Vous avez commencé par la Constitution. Je me demande si déjà le complot et tous ces désordres n'est pas bien clarifié. La Constitution, c'est quand un pays est en plein équilibre. Moi, je pense que quand il y a les désordres, le risque de balkanisation et tout ça là, s'appuyer sur une Constitution et les élections et tout ça là, c'est comme si on n'est plus en guerre. C'est comme si tout est normal. C'est comme si donc la RDC a récupéré toute son intégrité territoriale. C'est comme s'il n'y a plus de bandes de rebelles ou des infiltrés ou de je ne sais quoi à l'est et là-bas. La RDC doit combattre étape par étape, selon mon analyse. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent parler sur la Constitution et tout ça là, donc, et qu'on est bien là, alors on va parler démocratiquement. Mais lorsqu'il y a des risques et que la diaspora, au lieu de faire des analyses, elle devrait être de celle-là qui fait des analyses, plutôt que s'afficher en des bandes de gens qui manifestent des violences et tout ça là. Ça, ce n'est pas une diaspora, ça. C'est pas quelqu'un qui a vécu en Occident. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans toutes ces actions-là. Donc, il est clair, dans des occasions pareilles, dans la radio Am-Africa World, la radio du donner et du recevoir, expliquer aux Congolais le complot international, la définir et l'occupation, c'est comment. Et s'appuyer là-dessus et on verra par la suite. Voilà, Marcel Kana, ce que je voulais juste rappeler dans cette émission. En attendant que Papi Tamba se bat pour nous rejoindre et de faire sa conclusion. Merci, je vous repasse la parole. Oui, comme je l'ai toujours dit, je crois que pour parler de la Constitution, pour parler de la République, il faut déjà soulever qu'est-ce qui provoque le mécontentement. Le mécontentement, ce n'est pas seulement l'Est de la RDC, c'est la manière de l'occupation, comme vous l'avez dit, la manière dont la RDC est dirigée, la manière dont le dirigeant prennent, je vais dire, possession de l'appareil de l'État. Donc, il faut commencer par la Constitution pour démontrer à Papi ce qui est incompatible, ce qui peut provoquer des remous aussi. Parce que le problème, nous ne devons pas voir seulement les conséquences. Elles sont là devant nous, les conséquences. Mais il faut qu'il y ait les causes qui l'ont provoqué pour que chacun de nous prenne conscience et qui se dise plus jamais, parce que la situation qui provoque les révoltes, les indignés, c'est l'injustice. Si quelqu'un se sent injustement sanctionné, il a toujours l'impression de chercher à revendiquer. Le problème, c'est là où il y a le vrai problème. La diaspora, je crois qu'il y a plusieurs problèmes. La diaspora ne s'est pas seulement levée avant. C'était pas avant. Avant, il parlait pas de la guerre à l'Est. Il parlait de l'occupation. Il parlait de personnes, de tous pourris. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui se demander. Notre démarche, c'est demander à des personnes qui sont là sur place de faire attention à certaines choses qui provoquent le remous de la diaspora. Et aujourd'hui, notre démarche, je crois que c'est la conciliation populaire, parce que c'est avec la conciliation populaire que chacun d'abord doit savoir là où il est fautif. Parce que si ces personnes ne sait sa faute, il y a rien entre les gens qui peuvent se réparer. Chacun est obligé d'abord de reconnaître là où lui il a péché pour essayer d'aller vers l'autre.
Le problème, c'est ça. Quand les gens veulent se réconcilier, il faut d'abord qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont fait. Quelle a été la vraie faute? Qu'est-ce qui les a poussés à avoir cette situation trop conflictuelle? Un peu, c'est avec cette analyse qui peut faire avancer une personne en plein conflit. Si la personne n'arrive pas à reconnaître là où il a péché, s'il rejette toujours la faute à l'autre, croyez-moi, c'est une fissure qui va se créer et qui va rester infiniment. Amafrica à votre service pour ce vendredi. En attendant que notre invité revienne, nous avons situé la RDC, nous avons parlé du PIB, nous avons donné des statistiques de cette année, de l'année 2009, de certains données économiques. Nous sommes allés pas seulement sur la Constitution, nous sommes allés un peu plus loin pour montrer aux gens qu'est-ce qui est devenu la RDC, qu'est-ce qu'il a été, les inconvénients. Il y a des choses qui ont changé et des choses qui n'ont pas changé. Et nous allons donner l'exemple de l'existence des vies. En 1990, il était à 59 ans par personne. Aujourd'hui, il est à 48 ans par personne. Si vous faites l'écart, il a reculé. Imaginez de combien d'années? Il a reculé de 9 ans. Donc, la personne qui devait vivre 9 années de plus, aujourd'hui, en RDC, il est condamné à disparaître 9 ans avant. Voilà, c'est des choses qu'aujourd'hui, la nation tout ensemble doit réfléchir. La nation tout ensemble doit se dire, nous devons aller de l'avant et comprendre qu'est-ce que le futur pourrait nous réserver. Et nous devons être aujourd'hui à mesure d'avoir des laboratoires de réflexion, de mettre tout le monde dans cette réflexion. La réflexion qui fait avancer. Pas seulement la réflexion qui reste sur des bases de discussion. La réflexion doit amener à la fin des propositions très concrètes qui poussera chacun de nous de comprendre qu'est-ce que nous devons tous faire ensemble, qu'est-ce qui nous pousse, nous, à être capables d'avancer. Il y a personne qui souhaite le déclin ou le déficit, la faillite de la République démocratique du Congo. Non, je ne crois pas. Je crois la fierté serait que demain, la RDC devienne ces pays-là que tout le monde attend, plus émergents, où tout le monde pourrait vivre simplement. Amafrica à votre service, un dialogue citoyen. Amafrica à votre service. Nous allons répartir à la régie pour essayer de nous essouffler en attendant que notre invité rentre. Amafrica à votre service. Vous
douce. Le créateur des cieux et la terre, la type a dit à 50 ans, laissez l'esclave s'en aller, attends la liberté. Africa, 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 Africa. Attends la liberté. Africa, Africa, non, non, non. Africa, non, 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 attends la liberté. Il n'y a que toi qui connais le bouton sur lequel il faut appuyer pour que l'Afrique soit sauvée. Dis un mot pour l'Afrique. Dis un mot pour l'Afrique afin que l'Afrique soit sauvée. Africa, 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 attends la liberté. Je crois que nous sommes, pour nous, je crois, arrivés à la fin de cette émission et que je crois que nous aurons encore l'occasion d'avoir des invités, de reparler sur certaines choses de la RDC. Et par l'occasion, nous voulons dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous suivent de partout, en Hollande, partout dans le monde, nous voulons leur dire sincèrement merci. Dire sincèrement merci aussi à la radio Amafrica World, la radio du donner et du recevoir. Je crois que la seule chose, le vrai combat, c'est la conscientisation. Le vrai combat, c'est enlever les gens de l'ignorance, parce que la seule chose la plus difficile à combattre, c'est l'ignorance. Si la personne sait déjà l'histoire, il sait qu'est-ce qu'il faut faire personnellement. Amafrica à votre service. Le dialogue citoyen de ces vendredis est arrivé à sa fin. Nous vous disons ciao et vraiment de gros bisous à vous tous. Passez une bonne nuit. Au revoir.